qu'on peut simplement peut-être rassurer les membres qui nous regardent et les autres d'ailleurs, en leur disant que la dette publique, c'est peut-être pas si grave que ça. Alors comprenez-moi bien, dans le sens où c'est pas un pays qui s'est endetté, c'est pas deux, c'est toute l'Europe, c'est toute l'Asie, c'est la Chine, c'est les États-Unis. Autrement dit, on est dans la même mouille, si vous me permettez l'expression tous. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est de nature justement à nous permettre tranquillement, ça ne veut pas dire ne rien faire, de rembourser cette dette un peu plus calmement? Mais il y a deux choses. D'abord, qu'on y soit tous, c'est un peu comme si vous me disiez tous, comme si vous me disiez, quelqu'un qui roule à gauche, quand il roule à gauche, il est déjà dangereux. Mais si on se met tous à rouler à gauche, comme les autres seront à gauche également, on n'aura plus d'ennui. Oui, le seul problème, c'est qu'on n'est pas sûr d'abord qu'on va être tous à gauche sur la pile de gauche et qu'on va peut-être avoir des gens de temps en temps qui sont toujours à droite et il y aura des collisions. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est de dire, finalement, quand on s'endettait, certains plutôt que d'autres, on était pointés du doigt par les marchés ou par des régulateurs, et à juste titre d'ailleurs, de dire à un moment donné, au point où on en est, endettons-nous encore plus, sachant quand même que depuis 2008, et l'analyse avait été clairement faite, même s'il s'agissait d'une crise financière, qu'on partait d'un constat où le surendettement des différents opérateurs, depuis les ménages, les entreprises et les États, et en fonction de la zone, c'était plus ou moins grave, c'était quelque chose où on ne nous y reprendrait plus. Or, depuis 2008, avant Covid, on est déjà sous perfusion des banquiers centraux et on a continué à s'endetter avant Covid. Si on prend une grande nation du monde qui s'est bien comportée en dehors de la Chine, ce sont les États-Unis, on a quand même vu que Trump a quand même accepté un déficit de plus de 77%, donc une augmentation de son déficit public de plus de 77%. Et donc clairement, on était déjà dans cette logique de s'endetter. D'ailleurs, quel était le credo après la crise de 2008? C'était comment accorder encore plus de crédit à l'économie réelle. Alors le mot crédit, évidemment, quand on le porte comme ça a l'air d'être quelque chose de positif, mais derrière, il y a évidemment l'endettement qui grandit. Et donc, ce que j'ai tendance à dire, c'est pas la fin du monde, loin de là, que j'essaye de prédire, sûrement pas. C'est de dire, attention aussi, de bien comprendre qu'il existe une autre source, éventuellement, et heureusement pas éventuellement, mais qu'on peut mobiliser, qui, elle, n'est jamais systémique et qui peut faire la différence aujourd'hui, parce que justement, l'avenir est incertain, ce sont les fonds propres. Donc, mobiliser la richesse qui existe déjà, au niveau de gens qui, eux, peuvent se permettre pendant cette période, parce qu'ils sont plus ambitieux, ils sont exigeants aussi en termes de rémunération, mais sont prêts à perdre leur propre capital et pas celui des autres, à l'investir. Je pense que c'est plutôt vers ce type de recette qu'on devrait aller, vers un rééquilibrage où on donne plus d'effets encore sur les capitaux déjà créés et déjà détenus, et qu'on peut mobiliser maintenant, que de vouloir encore remettre des couches et des couches d'endettement, même si on sait que l'endettement sera nécessaire, parce que l'ampleur de la dette aujourd'hui le nécessite. Je pense que de dire, au point où on en est, on peut y aller. Regardez pour la Belgique, au début de l'année, on était d'accord qu'avec 10 milliards éventuellement de déficit public, on avait besoin d'un gouvernement. Aujourd'hui, il y a eu des nécessités qui ont fait qu'on va peut-être avoir 47 milliards. Pour mettre un peu des chiffres en face, si on prend par exemple une volonté au niveau du tax shift, de modifier les budgets avant. J'ai remarqué quand j'accompagnais Charles Michel au niveau de vous étiez son ancien conseiller économique. Oui, tout à fait, et tout à fait indépendant. À quel point c'était difficile, quand on devait faire des ajustements, de trouver 200 ou 300 millions. Pour vous donner une idée, on a à un moment donné taxé un peu plus le capital qui est déjà taxé en Belgique via une taxe sur les comptes titres. Elle a rapporté 220 millions d'euros. Et que ce soit même 250, imaginons même qu'on aille jusqu'au milliard. Est-ce que vous voyez, en passant de 10 milliards à 47 milliards éventuellement de déficit aujourd'hui, à quel point l'enjeu est quand même de faire très attention aux moyens. Alors justement, Roland, vous me tendez la perche, toujours je dirais en phase avec la question d'Alain Bell. Est-ce que c'est pas l'une des raisons, la difficulté d'avoir un gouvernement en Belgique, cet endettement colossal, dans le sens où on se dit qu'il y aura peut-être pas d'arbitrage budgétaire majeur en 2020 ni en 2021. Par contre, l'heure de vérité sera 2022, des hausses d'impôts, des diminutions de dépenses sociales, et c'est ce qui expliquerait peut-être que certains vont à reculons vers ce gouvernement? Oui, mais je pense que c'est toujours facile de donner des conseils. Les gens qui prennent les décisions, je les vois quand même encore souvent. Et maintenant, dans la crise, c'était déjà vrai dans les autres crises, il faut effectivement leur laisser quand même le fait que ce n'est certainement pas facile, il faut être courageux, et souvent les décisions qu'ils prennent ne sont pas faciles à faire passer dans l'opinion publique. Et donc clairement, c'est clair qu'aujourd'hui, en tous les cas pour ce qui est du Covid, c'était une crise en tous les cas pour la Belgique comme ailleurs, qu'on n'attendait pas et qui est tombée à un mauvais moment.
Et aujourd'hui, les réponses qui sont apportées sont des réponses dans l'urgence. Donc on peut aussi savoir que quand on prend des décisions dans l'urgence sur quelque chose qu'on n'a pas connu, on peut aussi se tromper. Je me souviens à un moment donné, en 2008, quand on m'a posé la question sur certains acteurs bancaires, où on me disait, tiens, vous n'auriez pas fait ça, vous n'auriez pas fait ça, pour soulager quand même la discussion, puisque j'avais toujours la même question, voulant dire que j'aurais pu faire mieux, je disais non, j'aurais pas fait cette faute-là, mais j'en aurais fait d'autres. Donc je pense que dans des périodes pareilles, il faut rester humble. Et donc, un peu de modestie. Oui, tout à fait. Et avant de critiquer les politiques, il y a des moments où j'aurais pas voulu être à leur place. Donc il faut voir ça. Alors une fois que j'ai dit ceci, évidemment, c'est pas de dire qu'ils peuvent tout se permettre. Mais aujourd'hui, en Belgique, on sait très bien que c'est difficile, étant donné le millefeuille institutionnel, de trouver des accords qui soient cohérents depuis la tête de l'État jusqu'au moment où la personne paie ou reçoit éventuellement des subventions, paie des impôts, reçoit des subventions, ou bien est aidé tout clairement. Et donc, dans un petit pays comme le nôtre, c'est sûr qu'il vit en plus beaucoup du commerce international, il va falloir effectivement fonctionner, comme dans beaucoup de cas, à l'empirique, et on verra bien. Par contre, je vous rejoins, aujourd'hui, il est plus que temps qu'il y ait un gouvernement de plein exercice. Je pense d'ailleurs que tous les acteurs le veulent. Maintenant, qui est-ce qui va se mettre d'accord pour prendre des mesures qui vont sans doute pas être agréables, sans non plus faire juste le contraire, à mon avis, de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire en annonçant les mesures, si elles sont trop fortes, d'expliquer déjà comment on va taxer ceux qui vont les recevoir. Oui. Parce qu'alors, vous allez avoir un effet de découragement, sachant que les gens vont recevoir et vont peut-être thésauriser en se disant « je vais de toute façon devoir les rendre ». Donc se taire dans toutes les langues, Roland.